Minute Papillon. Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'infos de 20 minutes. Aujourd'hui, mon invité a bien des surnoms. Indiana Jones des cimetières, médecin des famous dead people, l'homme qui fait parler les morts illustres. Mais bon, sur sa carte de visite, Philippe Charlier est médecin légiste, anthropologue, paléopathologiste, et ça fait beaucoup pour une personne, me direz-vous. Et que fait-il en vrai ? Eh bien, il utilise des méthodes des archéologues et des policiers scientifiques pour enquêter sur les morts, avec un goût pour les morts célèbres. Au compteur de ces patients qui font l'histoire avec un grand H, Adolf Hitler, Jeanne d'Arc, Henri IV, Diane de Poitiers, Saint-Louis, sans oublier la foule d'anonymes qui fait l'histoire. Son but, vérifier avec la médecine légale, avec l'archéologie et l'anthropologie si l'histoire, avec un grand H, dit vrai ou pas. Mais qui est Philippe Charlier ? Réponse maintenant. J'ai deux spécialités. D'abord, je suis médecin légiste et anapathe, donc je fais de la microscopie. Et en plus, je suis archéo-anthropologue. Donc j'utilise autant l'archéologie en médecine légale que la médecine légale en archéologie. C'est vraiment un échange complet des deux compétences. Et alors concrètement, ça veut dire quoi ? Alors, en pratique, j'ai fait des autopsies pendant 10 ans. Ensuite, j'ai été médecin de prison pendant 3 ans. Je m'occupais de réfugiés aussi. Et maintenant, je suis directeur de la recherche au musée du Quai Branly-Jacques Chirac. C'est-à-dire que ce que j'autopsie maintenant, ce sont soit des restes humains dans des musées, par exemple une tête surmodelée du Vanuatu, par exemple une tête réduite encore d'Amazonie, ou encore quelques fragments momifiés. Ou alors, j'utilise les techniques de la médecine légale, de l'archéologie, pour l'étude d'objets d'art extra-occidental. Par exemple, une statue avec des offrandes de sang dessus, par exemple, un fétiche, comme disent certains conservateurs, au sein desquels il y a des poils, des cheveux, peut-être des fragments organiques, etc. Donc, c'est une utilisation vraiment de la médecine légale au service des musées et des sciences humaines. Il y en a beaucoup des postes comme ça en France aujourd'hui ou il n'y a que vous ? Non, quasiment pas, pour pas dire pas d'autres postes. D'accord, et c'est pour ça que vous avez une petite célébrité. D'autres confrères de la presse ont déjà fait votre portrait. Ils disaient notamment que les people dans leur clinique, les dead people ont désormais leur médecin. La formule est excellente, elle est amusante, néanmoins c'est pas tout à fait exact. La grande majorité des patients que j'examine sont des patients anonymes, c'est cette foule des anonymes qui font l'histoire avec un petit H. En revanche, oui, certains patients font l'histoire avec un grand H. Je les appelle patients parce que je suis médecin, mais ce peuvent être Richard Cœur de Lion, Agnès Sorel, Diane de Poitiers ou récemment Saint-Louis ou Hitler. Alors pourquoi étudier ces people entre guillemets ? Eh bien, c'est pas le côté people qui est intéressant, absolument pas. Ce qui compte, c'est le côté historique de ces personnages et vérifier avec la médecine légale, avec l'archéologie et l'anthropologie si l'histoire dit vrai ou pas. C'est ça qui nous intéresse. Au lieu de travailler sur une nécropole de 5000 individus, tous anonymes, pour lesquels on va déterminer le sexe, l'âge, la cause de décès et éventuellement le flux par la génétique des populations, là on a des données biographiques, on a un portrait, un masque mortuaire, on a des données médicales, on a parfois encore plus que ça, des petits fragments corporels, des cheveux qui sont conservés dans des reliquaires ou autres. Donc on peut vraiment vérifier si les restes sont authentiques et ensuite, une fois qu'on est sûr et certain qu'on a le bon corps, là on peut lui sortir les vers du nez, si je peux dire. Quelle est une des plus grandes mystifications de l'histoire que vous avez vue après, vous vous êtes rendu compte que finalement l'histoire qui était colportée depuis peut-être des centaines d'années était fausse ? Travailler sur les restes des reliques de Jeanne d'Arc, par exemple, pour lesquels on a pu montrer que ce n'était pas des reliques de Jeanne d'Arc, mais que c'était des fragments d'une côte humaine, certes, et un fémur de chat, et que l'ensemble datait entre 700 et 300 avant Jésus-Christ, que c'était des fragments de momies égyptiennes, et que ça a été utilisé pour faciliter le procès de béatification, puis de canonisation de Jeanne d'Arc. Autrement dit, qu'une partie de ce procès soit fondée sur un faux historique complet, ça c'est assez intéressant. Partir d'une donnée qui est celle d'un flux de ventre pour Agnès Sorel, morte en 1450 à l'âge de 28 ans, et montrer qu'en fait elle a été intoxiquée au mercure avec soit une hypothèse criminelle, soit une hypothèse accidentelle, soit une hypothèse de suicide. Oui, intoxiquée, voilà, l'empoisonnement. On peut utiliser le mot empoisonnement. Par contre, empoisonnement volontaire ou pas, ça c'est vraiment aux historiens, aux autres enquêteurs de l'histoire de trouver la solution. Dernière énigme, c'est Adolf Hitler. Adolf Hitler
Hitler pour lesquels il y a des théories complotistes complètement abracadabrantesques. Sur son suicide. Sur son suicide et aussi sur sa survivance, parti dans un U-boat, donc un sous-marin vers l'Argentine ou ailleurs, voire même sur la face cachée de la Lune ou une base secrète de l'Antarctique. Avec Elvis. C'est avec Elvis et c'est Jérôme aussi, si vous voulez. Donc bon, on peut imaginer tout ce qu'on veut, sauf que ça n'a absolument aucun sens. Notre étude a montré qu'il était bien mort en 1945 et qu'une partie de ses restes sont désormais conservés à Moscou. Fin de l'histoire, fin des romans, qui du coup ne restent que des romans. Et alors, quel est votre travail? Quel est le lien avec un archéologue, la justice, les historiens? Comment ça se passe? Comment vous travaillez ensemble? Alors, archéologue, je le suis moi-même, donc on travaille avec d'autres collègues archéologues quand il s'agit d'exhumer un corps, de fouiller une sépulture, voire plusieurs séries de sépultures. On travaille avec des historiens, ce que je ne suis pas, spécialistes de telle ou telle période à laquelle appartient notre patient, et puis des historiens de l'art, des toxicologues, des palynologues, d'autres microscopistes, des spécialistes aussi de la toxicologie, etc., qui vont nous permettre, moment après moment, examen par examen, de recréer totalement l'environnement de l'individu. Et en fait, on peut se poser la question de qu'est-ce que ça apporte à l'archéologie ou à la justice de travailler sur des personnages historiques. Eh bien, ça nous permet d'améliorer les techniques d'identification, de reconstruction faciale, d'affiner vraiment nos méthodes d'analyse, au lieu de faire cette recherche sur un cadavre frais qui nous serait donné dans le cadre du don du corps à la science, ou de travailler sur des corps autopsiés pour la justice, ce qui serait illégal. Eh bien, on se fait la main, entre guillemets, sur ces cobayes assez particuliers que sont des rois, des reines de France ou d'autres personnages historiques. Et ces méthodes-là d'identification et de reconstruction du visage ou de diagnostic rétrospectif, elles sont directement utilisées ensuite par la justice. Le dosage du mercure dans les cheveux en post-mortem tardif, c'est la méthode Agnès Sorel. Le dosage de l'or dans les cheveux en post-mortem tardif, c'est la méthode Diane de Poitiers. Donc, ce sont des techniques vraiment qui sont utiles à nous, les futurs morts. Donc vous travaillez avec quoi, une dizaine, une vingtaine de personnes autour de vous? On travaille avec une trentaine de personnes. Notre équipe est assez grande, elle est vraiment multidisciplinaire et surtout elle est transfrontalière. On a des collègues qui sont aux États-Unis, au Canada, au Bénin et même en Inde. Et vos projets alors maintenant, actuels et futurs, qu'est-ce que c'est? Au musée du Quai Branly, on était en train d'utiliser pour la première fois au monde un scanner portable, un scanner non pas pour la surface, mais un scanner médical pour examiner des objets du musée qui sont difficilement transportables et savoir ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, comme charge magique, comme infestation par des parasites éventuellement, ou comme organisation interne ou restauration ancienne. C'est une autopsie virtuelle de ces objets de musée. Ça, c'est totalement innovant et c'est nouveau. Et puis, j'ai encore quelques dossiers médico-historiques qui traînent que je n'ai pas encore fini de traiter. Il y a des échantillons de viscères de Saint-Louis sur lesquels on est en train d'extraire des agents infectieux pour savoir enfin de quoi il est mort. Je peux vous dire que c'est pas la peste, mais c'est peut-être d'autres choses. Et puis à partir d'un morceau de papier sur lequel Marat était en train de travailler quand il a été assassiné par Charlotte Corday, on a réussi avec nos collègues du Musée de l'Homme et d'un institut de recherche à Barcelone, on a réussi à extraire de l'ADN, confirmer que c'était bien le sang de Marat, mais en plus trouver les agents infectieux qui étaient la cause de sa maladie de peau et qui faisaient qu'il restait un temps fou dans sa baignoire pour éviter de se gratter. Et donc ce sont en l'occurrence un champignon et 2 bactéries. Donc ce sont les mêmes techniques qu'ensuite on utilisera sur un morceau de papier souillé de sang sur une scène de crime. Voilà, mais on a amélioré la technique, on l'a développée, on l'a parfois créée à partir de cas historiques ou archéologiques. Merci encore à Philippe Charlier, directeur du département de la recherche et de l'enseignement du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Cet entretien a été enregistré lors du colloque Archéologie et enquête judiciaire au tribunal de Paris, organisé par l'INRAP. C'était vendredi et samedi dernier. Quant à Minute Papillon, n'oubliez pas de poster 5 petites étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. On se retrouve très bientôt. Salut!